Commençons par le pire des pires. Les actes de cet homme vous retourneront l'estomac. Vous le connaissez peut-être sous le nom de cannibale de Milwaukee, monstre de Milwaukee, ou simplement Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, un nom qui incarne l'horreur et la dépravation, était un tueur en série et un délinquant sexuel américain. Né le 21 mai 1960, Dahmer a fait régner la terreur de 1978 à 1991, période au cours de laquelle il a sauvagement assassiné 17 jeunes hommes. La nécrophilie, le démembrement, le viol et même le cannibalisme faisaient partie de son effroyable modus operandi. Le catalyseur de la descente de Dahmer dans une noirceur inimaginable a été le divorce de ses parents au cours de l'été 78. Laissé seul dans la maison familiale, il a succombé aux pensées perverses qui tourmentaient son esprit. Prenant un autostoppeur nommé Steven X, Dahmer l'invite à retourner chez son père sous prétexte de boire de la bière. Lorsque X décide de partir, Dahmer le frappe brutalement à la tête avec un haltère de 10 livres. Cependant, c'est dans le Wisconsin, en 1985, que les crimes de Dahmer ont pris une tournure encore plus sinistre. Fréquentant les bains publics gays, il manipule des hommes sans méfiance, les droguant et les soumettant à des agressions sexuelles alors qu'ils sont inconscients. Bien qu'il ait été arrêté à 2 reprises pour attentat à la pudeur, en 1982 et 1986, Dahmer a réussi à éviter d'être inculpé pour les actes les plus odieux qu'il a commis à l'encontre de ses victimes. Dahmer s'est livré à des actes inqualifiables avec leurs cadavres, les utilisant à des fins sexuelles, prenant des photos explicites du processus de démembrement et conservant méticuleusement les parties de leur corps comme souvenirs macabres. La loi a finalement rattrapé Dahmer lorsqu'il a été arrêté pour avoir drogué et tripoté sexuellement un garçon de 13 ans à la chocolaterie Ambrosia où il travaillait. Pour ce crime, Dahmer a été condamné à une peine de 5 ans de mise à l'épreuve, à 1 an de camp de rééducation par le travail et à l'obligation de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Il est choquant de constater que cette punition ne l'a guère dissuadé de commettre d'autres actes de violence. Jeffrey Dahmer a été capturé le 22 juillet 1991, après avoir incité 3 hommes dans un bar, avec $100 chacun, à se rendre chez lui pour prendre des photos de nus. Tracy Edwards, l'un des hommes, a accepté et est entré dans la maison de Dahmer. Tracy Edwards, l'un des hommes, a accepté et est entré dans l'appartement de Dahmer. À l'intérieur, il a remarqué une odeur étrange et a vu des boîtes d'acide chlorhydrique qui, selon Dahmer, servaient à nettoyer des briques, ce qui a déclenché une série d'événements qui ont conduit Edwards à s'échapper de la pièce et à appeler la police. L'ampleur effroyable des crimes de Jeffrey Dahmer a été révélée lorsque les enquêteurs ont découvert 74 photographies Polaroid décrivant méticuleusement le démembrement de chaque victime. Le médecin légiste en chef, après avoir examiné les preuves, a fait la remarque glaçante suivante. Cela ressemblait plus au démantèlement du musée de quelqu'un qu'à une véritable scène de crime. Le 25 juillet 1991, Dahmer a été officiellement inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 11 autres chefs d'accusation de meurtre au premier degré ont été ajoutés le 22 août 1991 concernant ces crimes commis dans le Wisconsin. En fin de compte, le 13 janvier 1992, Dahmer a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation de meurtre. La déclaration de la sœur aînée d'Errol Lindsay est peut-être la meilleure représentation de la douleur que cet homme malade a infligée au monde. Errol Lindsay. On peut presque sentir sa douleur à travers l'écran. De toutes ses fibres, elle haïssait cet homme malade et dépravé. Finalement, c'est la justice qui l'a emporté, le juge étant confronté à la lourde tâche d'imposer une peine appropriée à Dahmer. Accablé par la gravité des crimes, le tribunal a prononcé plusieurs peines de prison à perpétuité, pour un total de 957 années d'emprisonnement. De manière presque poétique, Dahmer est mort d'un grave traumatisme crânien après avoir été battu à mort par un codétenu le 28 novembre 1994. Le cas de Jeffrey Dahmer est un testament déchirant des recoins les plus sombres de la psyché humaine. Ensuite, c'est l'histoire de Joseph James DeAngelo Jr. qui, à l'instar de Jeffrey Dahmer, vous donnera la chair de poule. Au milieu des années 1970, un inconnu s'est lancé dans une effroyable série de crimes qui ont hanté la Californie pendant plus d'une décennie. Cet homme, connu sous le nom de Golden State Killer ou de Hysteria Rapiste, a laissé dans son sillage des traces dévastatrices, commettant plus de 45 viols et 12 meurtres. La première attaque documentée a eu lieu le 18 juin 1976, dans la banlieue de Sacramento, à Rancho Cordova. Une femme a été agressée chez elle, et elle était loin de se douter que ce n'était que le début d'un cauchemar. Au cours des 2 années suivantes, le violeur de la région Est a semé la terreur dans le cœur des habitants de Sacramento et de Stockton en orchestrant un total effrayant de 38 agressions. Au départ, l'auteur s'en prenait à des femmes vulnérables vivant seules dans des maisons unifamiliales. Mais au fil du temps,
ses penchants sinistres se sont assombris et il a commencé à s'en prendre à des couples. Il attachait méthodiquement le partenaire masculin avant de soumettre la femme à des actes impensables de viol et d'abus. Ces épreuves duraient parfois des heures. En fait, il est devenu si arrogant qu'en 1977, il aurait envoyé une lettre au Sacramento Bee et au maire de Sacramento. Cette lettre contenait un poème intitulé « Excitement's Crave ». Une partie du poème disait « Sacramento devrait faire une offre, faire un film de ma vie qui paierait mon exil programmé ». L'arrestation du tueur de l'État de Golden en 2018, les forces de l'ordre ont eu recours à des recherches secrètes d'ADN privées détenues par 2 sociétés à but lucratif, en dépit de leur politique de confidentialité. 6 comtés ont porté plainte contre lui. Il a été officiellement inculpé de 13 chefs d'accusation de meurtre et de 13 chefs d'accusation d'enlèvement. Le juge a mis un quart d'heure à les lire. Pour comprendre les actions de DeAngelo, il est essentiel de se pencher sur son passé. Il menait une vie apparemment ordinaire, cachant ses penchants sinistres derrière une façade de normalité. La révélation de sa véritable nature a choqué ses amis, ses voisins et même sa propre famille. L'un des aspects fondamentaux de l'affaire du Golden State Killer qui a captivé le public est le lien entre l'auteur et les victimes. Contrairement à de nombreux tueurs en série, DeAngelo ne correspondait pas au profil type du prédateur qui s'attaque à des individus au hasard. Imaginez la douleur que ces victimes ont dû endurer. Pour une autre de ces victimes, Elizabeth Snelling, la nuit où DeAngelo l'a attaquée a été la pire qu'elle ait jamais vécue. Au petit matin du 11 septembre 1975, Elizabeth Snelling, une jeune fille de 16 ans, est réveillée en sursaut par un intrus portant une cagoule de ski. Elle se retrouve face au canon d'une arme pointée directement sur sa tête. Le père d'Elizabeth, Claude Snelling, a héroïquement sacrifié sa vie pour protéger sa fille. Pour Elizabeth et sa famille, les suites de l'incident ont été marquées par un sentiment de vulnérabilité. Malgré les mesures prises pour renforcer la sécurité, comme le fait de rester dans la même maison mais avec des précautions supplémentaires, Elizabeth a passé l'année suivante à dormir dans la chambre de sa mère. Enfin, le point culminant de cette épouvantable saga est arrivé avec la condamnation de DeAngelo. Heureusement, il ne s'est pas battu contre le tribunal. Il a reconnu sa culpabilité et a bénéficié d'un accord pour que la peine de mort ne soit pas prononcée. Il a toutefois été condamné à 26 peines de prison, à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 8 années supplémentaires. Il passera le reste de sa vie en prison. Face à une telle série d'événements horribles, le tueur de l'État de Golden a dit aux victimes qu'il était désolé. Mais qu'est-ce que cela apporte aux morts et à la douleur de l'expérience de la vie? Selon les mots de Ken Smith, le frère de Katie Major, une jeune mariée assassinée en 1978 avec son mari, « Après votre peine, vous ne serez plus personne. Vous ne valez pas la peine que ma famille vous consacre. Vous ne pourrez plus faire de mal à personne. » Le crime de cette personne peut sembler moins grave que celui des autres personnes de la liste, mais les détails de son crime semblent tout droit sortis d'un film d'horreur de Stephen King. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement. Imaginez, si vous le voulez bien, un individu monstrueux qui possède un goût dérangeant pour les bains de sang. Les images glaçantes de ce crime ressemblent à des scènes de films d'horreur, avec des personnages comme Hannibal Lecter du Silence des Agneaux ou Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Mais ce récit poignant n'est pas une simple œuvre de fiction destinée au scénario gore d'Hollywood. Il s'agit d'un événement tout à fait réel et sinistre qui s'est déroulé près de chez nous. C'est dans la petite ville australienne d'Aberdeen, nichée en Nouvelle-Galles du Sud, que s'est produit, il y a plus de 20 ans, l'un des crimes les plus horribles de l'histoire du pays. En apparence, Catherine Knight semble être une mère ordinaire. Ses cheveux roux ondulés, son visage doux et son sourire chaleureux cachaient les véritables ténèbres qui l'habitaient. Née à Tenterfield, en Nouvelle-Galles du Sud, en octobre 1955, elle a passé son enfance au sein d'une famille très dysfonctionnelle, marquée par la violence domestique, l'alcoolisme endémique et des abus sexuels présumés. Avant sa cohabitation malheureuse avec John Price, la 4e victime de Knight, elle a été mêlée à une série de relations marquées par une extrême violence. Son premier mariage avec David Kellett a commencé par un acte d'agression alarmant, puisqu'elle a tenté de l'étrangler lors de leur nuit de noces, après qu'il se soit endormi à la suite de leurs rencontres intimes. Un autre incident glaçant a suivi lorsque, dans un accès de rage pendant sa grossesse, elle a brûlé tous les vêtements de son mari et l'a frappé à l'arrière de la tête avec une poêle à frire après qu'il soit rentré en retard d'une compétition de fléchettes. Plus tard, Madame Knight a entamé une relation avec David Saunders en 1986, qui a été gâchée par l'attaque brutale qu'elle a menée contre lui avec une poêle à frire et des ciseaux au cours d'une dispute houleuse. Une autre fois, elle a tué son chiot de 2 mois devant lui pour lui montrer ce qu'elle lui ferait s'il la trompait. Dame. Cependant, c'est John Price qui succombera tragiquement aux impulsions violentes de Knight, devenant ainsi sa dernière victime.
En ce jour fatidique du 29 février 2000, Knight a lancé un assaut sauvage contre Price, l'homme avec lequel elle partageait son domicile. Ce qui s'est passé est une scène cauchemardesque d'une violence inimaginable que même les représentants les plus endurcis des forces de l'ordre ont trouvé profondément choquante. Elle a poignardé Price à 37 reprises, l'a démembré et l'a cuisiné. Oui, vous avez bien entendu. Elle l'a dépecé après sa mort avec un tel savoir-faire que la police en a été choquée. Elle a même pris des pilules, de sorte qu'il semble qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours. Pour votre information, Madame Knight avait des antécédents documentés de violence à l'encontre de Madame Price. Elle l'a empalé après une dispute en 2000. Il a tenté d'obtenir une ordonnance restrictive à son encontre, mais en vain. Il a dit à ses collègues de travail que s'il mourait le lendemain, ce serait de sa faute. Tragiquement, c'est ce qui s'est produit. Le crime de Knight a dépassé toutes les limites concevables de la dépravation humaine, ressemblant à des scènes des films d'horreur les plus terribles. Sa tête a été retrouvée dans une marmite. Elle l'a cuisinée et servie dans une assiette avec des légumes. Elle a ensuite écrit une note laissant entendre que son mari avait violé leur fille. Il s'est avéré que c'était faux. Après son arrestation, Madame Knight n'a manifesté aucun remords pour ses actes odieux. Elle a été inculpée de meurtre. Se déclarant non coupable et professant un manque de mémoire dû à un état dissociatif, elle s'est efforcée de se distancier de sa propre brutalité inimaginable. Cependant, elle se souvient qu'elle l'a poignardé 6 mois plus tôt. Mais ce qui fait froid dans le dos dans cette scène, c'est la façon dont elle parle nonchalamment de l'avoir poignardé. Cependant, les preuves irréfutables contre elle ne laissaient aucune place au doute, rendant sa culpabilité tout à fait évidente. Au cours du procès, l'accusation a présenté M. Knight comme un tueur calculateur et impitoyable, en apportant la preuve d'un passé de violence inquiétant. D'autre part, la défense a tenté de présenter Mme Knight comme une victime marquée par un passé traumatisant. Toutefois, face à des preuves irréfutables, le juge a prononcé la culpabilité de Mme Knight. En conséquence de ces actes odieux, Catherine Knight a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait d'elle la première femme de l'histoire judiciaire de l'Australie à recevoir une telle peine. Les crimes de Knight ont profondément affecté l'Australie, rappelant à quel point les violences domestiques peuvent être terribles, quel que soit le sexe. Richard Ramirez, plus connu sous le nom de Night Stalker, était un célèbre tueur en série dont le règne de terreur s'est abattu sur la Californie dans les années 1980. Né Ricardo Leiva Muñoz, Ramirez, le 29 février 1960 à El Paso, au Texas, Ramirez est devenu l'un des criminels les plus célèbres d'Amérique. Son parcours a été marqué par une éducation difficile et une série de crimes odieux qui ont choqué la nation. Le parcours criminel de Ramirez a commencé à prendre forme lorsqu'il a abandonné l'école en 9e année. En 1977, il a été arrêté pour la première fois, accusé de possession de marijuana. Cet incident a ouvert la voie à un comportement criminel qui s'est intensifié au fil du temps. Installé en Californie, Ramirez a développé une dépendance à la cocaïne et s'est tourné vers le cambriolage, négligeant souvent son hygiène personnelle. Le premier meurtre documenté du traqueur nocturne a eu lieu le 28 juin 1984, lorsque Jenny Vincow, 79 ans, a été victime d'une agression mortelle au cours d'un cambriolage dans sa propre maison. Cet acte d'une violence inouïe a servi de précurseur effrayant à la série d'horreurs qui allait suivre. L'année suivante, les crimes de Ramirez ont redoublé de brutalité. Le 17 mars 1985, il s'en prend à Maria Hernandez et à sa colocataire, Dale Okazaki. Hernandez réussit à s'échapper, mais Okazaki perd tragiquement la vie. Le même soir, Ramirez a abattu Tsai Lian Yu, confirmant ainsi son nom dans les médias en tant qu'intrus de la vallée. 10 jours plus tard, le traqueur nocturne a de nouveau frappé, cette fois en prenant la vie de Vincent Zazara, 64 ans, et de sa femme Maxine, 44 ans. Le couple a été victime d'une terrible agression, les yeux de Maxine ayant été arrachés, un aspect caractéristique du mode opératoire de Ramirez. Pour tenter d'échapper à la capture, Ramirez s'est réfugié à San Francisco en août 1985. Cependant, sa soif de violence reste inextinguible. Le 17 août, il assassine sauvagement Peter et Barbara Pan, terrifiant la ville et renforçant encore sa réputation de traqueur nocturne. Alors que le rythme de ses crimes s'intensifie, les forces de l'ordre travaillent sans relâche pour mettre fin à son règne de terreur. Le 31 août 1985, le règne de Ramirez s'arrête brutalement. Reconnu par une foule en colère qui a vu son image dans les médias, il est appréhendé et retenu jusqu'à l'arrivée de la police. C'est ainsi que la folie meurtrière du traqueur nocturne prend fin, mais la procédure judiciaire ne fait que commencer. Il a été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre, d'agression sexuelle et de cambriolage. Le drame entourant cette affaire a été tel que plus de 1600 jurés potentiels ont été convoqués pour son procès.
À la fin des années 1980, le procès Marathon s'est déroulé, laissant le public horrifié par les détails macabres. Les membres du jury ont été exposés à des témoignages effrayants, relatant des actes tels que l'arrachage des yeux d'une victime et la quasi-décapitation d'une autre. Des larmes ont coulé sur les visages des personnes présentes dans la salle d'audience, tandis que les survivants s'avançaient courageusement, racontant les attaques brutales qu'ils avaient subies. Tout au long de son procès, Ramirez a captivé le public et la salle d'audience par son comportement scandaleux. Affichant des pentagrammes gravés dans sa paume et criant des obscénités, il a tenté de perturber la procédure à chaque instant. Malgré son comportement théâtral, l'accusation a monté un dossier convaincant contre lui, étayé par le témoignage de survivants et une multitude de preuves à charge. Mais malheureusement, il s'était forgé un véritable culte. Il se voyait comme un rebelle au style rockstar et cultivait une forte base de fans féminins. Il n'éprouvait même pas de remords pour ses actes et aurait dit à son compagnon de cellule « J'ai tué 20 personnes, mec, j'aime tout ce sang ». Le procès de Ramirez s'est déroulé sur une année entière, mais les procédures judiciaires ont été prolongées par des requêtes préalables au procès et des appels et ont duré 4 ans. Cette affaire est entrée dans l'histoire des États-Unis comme l'un des plus longs procès criminels jamais enregistrés. En 1989, le procès de Ramirez a abouti à sa condamnation pour de multiples chefs d'accusation, dont le meurtre, l'agression sexuelle et le vol. Le 7 novembre, il a reçu la sentence à laquelle il avait longtemps échappé, la peine de mort. Il allait mourir dans une chambre à gaz en Californie. Cependant, Ramirez n'a montré aucun remords ou regret. Dans une démonstration d'indifférence qui fait froid dans le dos, il a froidement déclaré « Ce n'est pas grave. La mort vient toujours avec le territoire. » Après sa condamnation, Ramirez a montré sa vraie nature en faisant un signe du diable à 2 doigts devant les photographes et en prononçant un seul mot obsédant « mal ». Le règne de terreur de Richard Ramirez a laissé une marque indélébile sur la vie de ses victimes, de leurs familles et des communautés qu'il a terrorisées. Il est mort d'une insuffisance hépatique dans le couloir de la mort avant que la chambre à gaz ne puisse l'achever. Absolument aucun remords. Dans les bas-fonds de l'histoire criminelle américaine se trouve l'histoire profondément troublante d'Aileen Wuornos. L'histoire tragique de Wuornos commence par une enfance hantée par des horreurs indicibles. Elle a subi des abus sexuels de la part de son grand-père et a eu des relations troublantes avec son propre frère. Pour ajouter à ses souffrances, elle est devenue mère au début de l'adolescence, pour ensuite donner son enfant à l'adoption. Forcée de quitter son foyer à l'adolescence, elle s'est lancée dans une existence vagabonde, vivant dans les bois et dépendant d'une vie d'autostop et de travail sexuel pour survivre. De fin 1989 à 1990, les autoroutes de Floride sont devenues des terrains de chasse pour les Wuornos. Des hommes ont commencé à disparaître et leurs corps ont été découverts dans des endroits sinistres. Les autorités ont reconstitué une série de meurtres effrayants, dont la première victime, Richard Mallory, a été retrouvé dans une casse. Richard Mallory est la première victime retrouvée dans une décharge. Elle a affirmé que Mallory l'avait violée et qu'elle l'avait ensuite tuée. 5 autres hommes connaîtront un destin tragique aux mains de Wuornos. L'une des victimes, David Spears, ouvrier du bâtiment depuis 43 ans, a connu un destin tragique le 1er juin 1990 dans le comté de Citrus. Peu après la découverte du corps sans vie de Spears, une autre victime, Charles Carskadon, a été déterré dans le comté de Pasco. Charles Carskadon a été déterré dans le comté de Pasco. Parmi ces autres victimes figurent Dick Humphreys, Peter Siems. Walter Antonio et Troy Burress auraient été victimes de la même manière. Walter Antonio et Troy Burress sont également morts de sa main. Au cours de la décennie suivante, Wuornos s'est retrouvée mêlée à de nombreuses activités criminelles jusqu'à ce qu'elle rencontre Tyria Moore, sa future compagne, à Daytona, en Floride. Au fur et à mesure que le nombre de cadavres augmentait, les forces de l'ordre ont intensifié leurs efforts pour rendre justice aux victimes et à leurs proches. Wuornos et Moore ont finalement été appréhendés après avoir laissé des empreintes digitales et palmaires dans un véhicule accidenté appartenant à un homme disparu, Peter Siems. Au milieu d'une frénésie médiatique, Wuornos a été capturé à Port-Orange, en Floride, tandis que Moore a été localisé en Pennsylvanie. Moore n'était pas prête à aller en prison et a dit au tribunal tout ce qu'elle savait sur Wuornos. Afin d'éviter les poursuites, Moore a conclu un accord et obtenu des aveux téléphoniques de Wuornos, qui a assumé l'entière responsabilité des meurtres. Une confession déchirante pour de vrai. Vous pouvez imaginer la trahison que Wuornos a ressentie lorsque les enregistrements ont été diffusés au tribunal. Moore a utilisé son amour contre elle. Wuornos a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré de Richard Mallory, de vol à main armée avec une arme à feu ou une arme mortelle et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné.
Wuornos a prétendu que ces actions étaient des actes de légitime défense, affirmant que Mallory l'avait violé et agressé. Cependant, il a été révélé que Mallory avait déjà purgé une peine pour agression sexuelle. Bien qu'elle se soit rétractée par la suite, le jury a déclaré Wuornos coupable de meurtre au premier degré dans l'affaire Mallory et l'a condamnée à la peine de mort. Elle a également plaidé coupable des meurtres des 5 autres hommes et a été condamnée à mort pour chacun d'entre eux. Wuornos a ensuite admis avoir tué Siems, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Cependant, comme nous le savons déjà, ils ne l'ont pas épargné. Le 9 octobre 2002, Wuornos a connu son destin ultime par injection létale. Les derniers mots qu'elle a prononcés sont obsédants. Je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et que je reviendrai le 6 juin, comme dans Independence Day, avec Jésus. Comme dans le film, avec le grand vaisseau mère et tout le reste. Je reviendrai. L'histoire choquante de Wuornos a fait l'objet de plusieurs films, d'après Aileen Wuornos, La vente d'un tueur en série, et Aileen, Life and Death of a Serial Killer, au film Monster en 2003, acclamé par la critique. Contrairement à certains des condamnés de cette liste, le cas d'Aileen Wuornos était plus complexe. Une femme maltraitée, poussée en marge de la société, qui a eu recours à la violence pour se protéger et protéger les autres. Cette liste ne serait pas complète sans Joaquín El Chapo Guzmán. Connu sous les noms d'emprunt El Chapo et El Rapido, Guzmán Loera est devenu le chef du célèbre cartel de Sinaloa, une tristement célèbre organisation mexicaine de trafic de drogue. Mais son règne de terreur a pris fin lorsqu'il s'est retrouvé face à un jury fédéral à Brooklyn. Guzmán Loera fait l'objet d'une longue liste d'accusations. En 1993, il a été inculpé au Mexique pour meurtre et trafic de drogue et a été condamné à une peine de 20 ans de prison. Cependant, en 2001, il s'est évadé de prison et a repris la tête du mouvement. Il a été arrêté une nouvelle fois le 22 février 2014. Cependant, en 2015, il s'est à nouveau évadé de la prison fédérale de haute sécurité d'Altiplano, dans l'État de Mexico. Pour être honnête, son évasion est digne d'un livre. Dans la cellule, il a fait les 100 pas, s'est dirigé vers la douche et s'est penché. Puis il s'est assis, faisant mine d'enlever ses sandales. Puis il retourne à la douche et disparaît. Il s'est échappé par un tunnel très élaboré. Cependant, en 2016, Guzmán a été arrêté à Los Mochis, dans l'État de Sinaloa, puis extradé vers les États-Unis. Il a été accusé de crimes liés au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et à l'association de malfaiteurs en vue d'un meurtre. Ces accusations étaient directement liées à son rôle de leader au sein du cartel de Sinaloa. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves irréfutables pour établir le rôle central de Guzmán Loera au sein du cartel de Sinaloa. Les témoignages de 14 témoins coopérants ont fourni des informations cruciales sur les activités néfastes du cartel. Pour vous montrer à quel point il était dangereux, les mesures de sécurité mises en place lors de la procédure judiciaire étaient pour le moins spectaculaires. Son transport depuis sa cellule de prison a été entouré de secrets. Le pont de Brooklyn a même été fermé lors de son passage afin de s'assurer qu'il n'y ait absolument aucune circulation lors de son transport. Une sécurité spéciale a été mise en place dans le palais de justice. L'influence de Guzmán Loera s'étendait bien au-delà du Mexique, puisqu'il supervisait la contrebande de stupéfiants vers des distributeurs en gros situés dans différentes villes des États-Unis. De l'Arizona à Atlanta, de Chicago à Los Angeles et de Miami à New York, le cartel a étendu son influence destructrice. Guzmán Loera n'a pas lésiné sur les moyens pour faciliter l'entrée de stupéfiants aux États-Unis. Les représentants des forces de l'ordre ont décrit de nombreuses occasions où ils ont intercepté des quantités massives de cocaïne, d'héroïne et de marijuana directement liées au cartel de Sinaloa. Une saisie particulièrement remarquable a permis de découvrir plus de 7 tonnes de cocaïne méticuleusement dissimulées dans des boîtes de jalapeños. Mais ce n'est pas tout, il serait également un meurtrier. Au cours de la procédure judiciaire, M. Valdez Rios, l'ancien garde du corps de Guzmán, a livré un témoignage glaçant, racontant comment il avait vu El Chapo commettre les meurtres impitoyables de 3 membres de cartel de la drogue rivaux. Rios a révélé comment les hommes de main de Guzmán ont capturé 2 individus qui avaient fait défection du cartel de Sinaloa pour rejoindre le cartel rival de Los Zetas. Qualifiés de traîtres, ils ont été rapidement appréhendés. Il s'en est suivi un spectacle effroyable qui a duré plus de 3 heures. Le célèbre baron de la drogue a soumis les traîtres à des passages à tabac implacables et sauvages, les réduisant à des silhouettes sans vie, ressemblant à de simples poupées de chiffon. Leur corps était ensanglanté et brisé par les heures d'agression. Finalement, le fusil pointé sur ses victimes, Guzmán a maudit chacune d'entre elles avant de mettre fin à leur jour d'une balle dans la tête. Il a ensuite demandé à ses hommes de brûler les corps en ne laissant aucune trace de leur existence. Tout au long de son règne, Guzmán Loera a semblé intouchable.
Son pouvoir et son influence lui ont permis d'échapper à la capture pendant une longue période. Toutefois, les efforts incessants des services répressifs américains ont finalement abouti à son extradition du Mexique vers les États-Unis, où il pourra être jugé pour ses crimes. Il a finalement été condamné à une peine de prison à perpétuité assortie de 30 ans d'emprisonnement. Il pensait qu'il y avait un problème avec le jury et a fait appel de la sentence, mais cela n'a pas fonctionné. Guzmán El Chapo est toujours en prison. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.